Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Bienvenue pour ce point météo du dimanche 27 février. Donc on va parler aujourd'hui de beaucoup de choses au niveau fondamental qui pourraient éventuellement impacter les marchés. On va faire assez peu de technique, on va faire surtout du fondamental aujourd'hui. Vous savez que le dimanche, j'aime bien rentrer un petit peu dans le détail, faire une vidéo un petit peu plus élaborée sur la situation. Donc on va tout de suite passer au partage d'écran. Et j'en profite pour faire l'appel à l'abonnement, bien entendu. Si jamais le contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un commentaire sympa, mettre un like, éventuellement vous abonner, activer la cloche des notifications. Cette chaîne n'a rien à vendre, ne serait-ce qu'un point de vue. Donc du coup, n'hésitez surtout pas à encourager tout ce contenu qui est gratuit. Je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Bitcoin qui, on va dire, gravite autour des 39-40 000 en ce moment. Voilà, une journée aujourd'hui dimanche avec quand même un petit peu de volatilité. Et puis pas mal de choses dans le viseur pour la semaine prochaine, puisque c'est le, le- le point du dimanche est très important pour moi parce que il établit un petit peu quels sont les objectifs de la semaine, quelles sont les choses à regarder pour la semaine. D'abord, concernant la situation en Ukraine, j'engage ceux qui veulent un point de vue un petit peu, comment dire, bipartite, un petit peu plus élaboré que ce que nous servent les médias français qui sont très élémentaires dans leur analyse, à aller voir des vidéos de personnes comme Idriss Aberkan ou autres qui présentent aussi le point de vue russe des choses, c'est-à-dire que nous, on a forcément un biais un petit peu occidental et parfois il faut un petit peu essayer de marcher dans les chaussures d'un Russe pour comprendre un petit peu mieux pourquoi cette invasion, pourquoi cette attaque et pourquoi elle a lieu maintenant. Donc Idriss Aberkan a fait une très belle vidéo de 1 heure et demie dans laquelle il explique vraiment comment dire pourquoi cette crise a pris cette tournure-là, pourquoi comment dire Poutine a essayé de toutes les manières, de manière diplomatique, et ça fait 8 ans que Poutine ronge son frein par rapport à l'Ukraine, parce que tout simplement la Russie aujourd'hui a besoin de l'Ukraine pour être une puissance européenne. L'Europe est totalement gazodépendante de la Russie. 30 à 40% du gaz consommé en Europe est russe. Et c'est ce que nous dit Aberkan aussi, et c'est ce que je vous dis depuis plusieurs semaines sur la chaîne. Les sanctions économiques, sincèrement, Poutine, il s'en branle complètement parce qu'aujourd'hui, le pays s'est reconstruit autour de choses beaucoup plus importantes que ça. Et finalement, ça fait 10 ou 15 ans que la Russie est en récession très importante. Alors un peu plus, un peu moins, sincèrement, il s'en fiche totalement. Là, en ce moment, Poutine est en train de voir les choses à beaucoup plus long terme. Malheureusement, le peuple ukrainien se retrouve au milieu de tout ça. Mais Poutine défend ses intérêts comme devrait le faire une grande nation. Aujourd'hui, il faut comprendre que, bien entendu, la Russie est la première puissance nucléaire au monde. Donc, il n'y aura pas d'intervention de la part de personne dans ce conflit. Et donc, il a littéralement les mains libres pour pouvoir revenir comme, enfin, refaire devenir l'Ukraine un vassal de la Russie, quelqu'un qui soit totalement, qui ne soit pas en tout cas un vassal pro-américain, puisque c'était le cas jusque-là. À partir de là, il y a des personnes qui sont financées par la CIA, qui sont financées par les intérêts américains, et ça n'est même pas ici des intérêts européens, mais ce sont les intérêts américains, qui sont des intérêts bien sûr de vente de gaz, de récupérer 30% du marché européen et de vendre du gaz, puisque les Américains ont un excédent de gaz qu'ils aimeraient vendre par bateau, donc comme bateau liquéfié, c'est-à-dire le gaz qui est liquéfié et envoyé vers l'Europe. Les Américains ont des excédents de gaz, mais pour l'instant, il est bien trop cher pour l'Europe, avec les sanctions et avec la sortie de la Russie du système SWIFT, etc. Ça deviendra chose possible. Bien entendu, les consommateurs vont le payer plus cher, mais ça n'est pas vraiment le problème pour ceux qui le vendent. Donc vous avez bien compris, à partir de là, l'ampleur un petit peu de cette situation qui malheureusement, comment dire, se retrouve avec des civils au milieu, et c'est ça qui est un petit peu tragique, mais qui aussi, je veux dire, tout n'est pas rose des deux côtés. Du côté ukrainien, il y a aussi, bien entendu, des gens qui sont un petit peu corrompus ou qui sont en train d'essayer d'armer la population d'une
d'une manière qui n'est pas forcément la plus louable certaines personnes, comme par exemple ce monsieur-là, qui est totalement financé par la CIA, qui est un milliardaire ukrainien, et qui, lui, arme littéralement des milices, voilà, qui depuis 8 ans actuellement arment des milices pro-ukrainiennes, mais surtout anti-russes, qui ont littéralement, comment dire, financé la mort de plus de 10 000 Russes dans les parties russophones de l'Ukraine. Le président actuel de l'Ukraine a été aussi lui aussi financé par ce monsieur que vous aviez vu avant, et donc lui est plutôt, on va dire, populiste, mais il n'est pas, on va dire, disons qu'il a acquis au sein de sa coalition d'autres personnes. Lui, moi, je pense je pense qu'il n'est pas pire, mais il a été obligé pour gagner d'accueillir dans sa coalition d'autres personnes dont le passé est beaucoup moins reluisant. À partir de là, comment dire, pourquoi Poutine intervient maintenant? Vraisemblablement, il y a des rumeurs comme quoi l'Ukraine était en train d'essayer de se procurer l'arme nucléaire et également, c'est ce que dit bien Aberkan aussi, Poutine comprend que Biden n'interviendra pas, puisque on pense pour beaucoup que Biden est un petit peu sénile, que Biden n'a plus la force et qu'il a besoin d'un prompteur ici pour lire ses propres discours, etc. Cette semaine, très important, Biden va faire un discours pour l'État de l'Union. Donc, on pense que c'est son discours mi-terme le plus important à ce stade-là. Pourquoi? Parce qu'il y a les deux gros sujets américains du moment, c'est-à-dire la guerre en Ukraine et l'inflation qui règne aux États-Unis. Et donc, du coup, Biden, au travers de ce discours de l'État de l'Union, va certainement faire des annonces fortes. Ensuite, on voit ici, vous voyez là, que les Américains sont de moins en moins contents du travail de Biden. Vous voyez ici 54% qui désapprouvent le travail de Biden et 41% qui l'approuvent. On a eu vraiment ici comment dire, un tournant qui s'est passé autour du mois de septembre. Et puis, très important aussi, cette semaine, Powell va parler, il va faire un discours au Congrès. Powell, c'est le président de la Fed, donc la Banque fédérale américaine, et il va faire un discours au Congrès mercredi ou jeudi. Pardon, excusez-moi, mercredi ou jeudi, donc il va y avoir peut-être des annonces cette semaine qui vont peser sur le marché pour le meilleur ou pour le pire. Est-ce que la Fed peut, à ce stade, augmenter les taux trop rapidement? Surtout dans le contexte macro et le contexte militaire du moment, ça va être assez difficile pour eux de le faire. Est-ce que Biden, ici, va jouer la carte de la crise alors qu'il est totalement en train d'être désapprouvé par son propre électorat? Difficile de le faire aussi. Donc, à mon avis, ce sera plutôt des bonnes nouvelles pour le marché. Néanmoins, il faudra vraiment bien surveiller qu'est-ce qu'il va être dit, parce que les annonces peuvent être maladroites ou alors elles peuvent être complètement à l'encontre de ce que je dis, puisque je ne suis pas dans la tête de ces personnes-là. Donc je vous l'ai dit, Poutine s'en fout complètement des sanctions européennes. Pour lui, c'est pas un sujet. Ça fait des années que la Russie, de toute façon, se débrouille toute seule. Et encore une fois, et je le redis là ici, en Russie, maintenant, vous avez du camembert russe, d'origine russe, vous avez du vin d'origine russe. Quand les sanctions sont trop importantes, le pays structure sa propre industrie autour de ça. Je pense aussi que le grand gagnant de ce conflit sera peut-être la Chine, qui viendra se placer en médiateur. On aura une Chine qui viendra se placer comme étant un interlocuteur des deux côtés, et potentiellement que tout ça finira avec des accords de Shanghai ou des accords de Pékin qui viendront nous dire que tout est réglé, et merci la Chine. La Chine qui gagnera un petit peu d'influence dans la sphère européenne ici. Ici, je vous avais parlé, pour revenir un petit peu sur le prix, je pense que j'ai à peu près fait le tour sur cette partie, on va dire, ukrainienne, etc. Alors, momentum intéressant, c'est-à-dire que l'Ukraine a appelé à des dons et via des adresses Ethereum, Bitcoin, etc. Donc, il y a eu un appel sur Twitter aux dons de la part du gouvernement ukrainien. Je crois qu'il y a 4 ou 6 millions qui ont déjà été récoltés. Donc, vous voyez qu'en temps de guerre, dans un moment où tout est relativement difficile, il est bien entendu encore possible d'utiliser le vecteur des crypto-monnaies comme une possibilité. À l'inverse aussi, je ne sais plus comment il s'appelle, mais la principale plateforme d'échange ukrainienne a enregistré plus de 100% d'activité depuis le début de la guerre sur ces
terre, donc bien évidemment dans un moment où les comptes en banque ne fonctionnent plus, etc. En Ukraine, aujourd'hui, les gens doivent, je pense, s'envoyer de l'argent ou recevoir de l'argent de la part par exemple, des Russes qui peuvent soutenir des Ukrainiens russophones sur leur terre, ou alors des Ukrainiens ukrainophones qui peuvent envoyer de l'argent à leur famille dans les zones occupées. À partir de là, moi jusque-là, je parlais d'intervention russe. À partir du moment où, comment dire, et je rejoins là-dessus aussi énormément Idriss Aberkan, à partir du moment où Poutine est intervenu sur, comment dire, Pripyat, sur Tchernobyl par le nord, via la Biélorussie où il est intervenu par le nord, on peut parler pour l'instant d'invasion. Est-ce que Poutine va se retirer suite à des accords négociés avec la Chine? C'est bien possible. Est-ce qu'il va essayer de gagner militairement, réellement, la ville de Kiev et là d'installer un gouvernement pro-russe? C'est possible aussi. Néanmoins, bah là, gros jet de dés quand même pour Poutine qui pourrait quand même perdre, a beaucoup à perdre dans cette histoire. Mais il a aussi des intérêts vraiment puissants à revenir en Ukraine, mais je parle d'intérêts qui sont sur des intérêts à 50 ans. Ce n'est pas des intérêts électoraux immédiats, à court terme, mais ce sont des intérêts qui vont bien plus loin dans le temps pour son pays. Il ne peut pas laisser son pays être à portée des missiles de l'OTAN. Il ne peut pas laisser non plus son pays être, comment dire, désavoué autant sur des révolutions qui sont financées dans les anciennes républiques soviétiques, que ça soit au Kazakhstan, que ça soit en Ukraine dernièrement, que ça soit également en Bulgarie, que ça soit, il y a eu du chahut un petit peu en Moldavie aussi dernièrement, et même en Biélorussie. Donc toutes ces anciennes républiques qui sont même pas des pays du pacte de Varsovie, qui sont des anciennes républiques soviétiques, et qu'il avait regagné en fait depuis Yeltsin, il avait quand même réussi à réinstaller un petit peu une sorte d'empire russe et qu'il était en train de perdre. À un moment donné, Poutine dit bon bah vous arrêtez de me piquer avec la fourchette parce que moi je sors le couteau. Donc, euh, donc voilà. Donc on revient sur le prix du Bitcoin. Désolé, gros point fonda, mais c'est mon avis, hein, ça n'engage que moi. Mais par contre, j'ai pas la télé, je suis les médias que je veux suivre, et ma femme est moitié russe, moitié ukrainienne, donc j'ai accès aux informations des deux côtés. Donc ça ne reste que mon point de vue. Je n'ai aucun problème avec les gens qui ne sont pas d'accord avec ça, et il n'y a aucun souci avec. Enfin, voilà. D'ailleurs, si ce contenu ne vous plaît pas, vous pouvez bien entendu vous désabonner de la chaîne, désactiver la cloche des notifications, et voilà, c'est tout. C'est pas, souvent les guerres ont un aspect très émotionnel. Moi, cette guerre me touche émotionnellement, personnellement, puisque elle touche de la famille. Donc du coup, c'est très particulier, et donc bien entendu, je suis pas censé réellement. Je vous donne un avis qui est le mien. Et à partir de là, vous faites ce que vous voulez avec. On continue donc sur le prix du Bitcoin, et on va revenir vraiment plus précisément ici sur les crypto-monnaies. Crypto-monnaie j'avais annoncé un range entre les 37 et les 41. Bah écoutez, on est sur un range entre les 37 700 et les 40 300, donc une amplitude un peu plus petite. J'avais annoncé ce range, je crois, ici, au plus bas, là, aussi aux 34 000. Donc bon, bah, pour l'instant, voilà, le marché essaye de se repositionner un petit peu au milieu de ce sell-off. Et puis, il essaye essayer ce sell-off, et je prends ici la totalité de cette baisse pour baser mes Fibonacci. Donc du coup, voilà, on est toujours dans cette position de range. Vous voyez que le range tient plutôt bien, hein. On aurait pu ici voilà, faire des jolis trades en haut, en bas, etc. Même si les bornes n'étaient pas parfaites, 4300 et 37700. Donc à 600 $ près en haut et 600 $ en bas, on n'était pas littéralement sur les niveaux pile poil. Pour l'instant, donc range, ça se stabilise, rien de bien méchant. On peut voir aussi que ça je vous en ai parlé plusieurs fois, on a une grosse poche de liquidité ici à prendre autour des 42-43. Donc il y a un moment donné où il faudra bien que ce range en sorte par le haut. Ici, rebond de la Bitcoin dominance qui, vous le voyez là, était quand même descendu quasiment à 41 hier, je crois. Je vais me remettre en daily pour bien voir les jours. Hop, tac.
Oui, là, on était à 40, 42, voilà, 42% dernièrement. Ensuite, sur la market cap totale, donc c'est... elle est où ma market cap? Voilà. La market cap totale, on est littéralement sur un support. Vous voyez bien ici qu'on a un support de tendance assez important ici et qu'on est venu le toucher. D'accord? Donc casser ici, même si on le traverse un petit peu, je vais vous la mettre en plein et en gros peut-être, on va la mettre en vert comme un support et en 3 pixels, voilà. Vous voyez que ici, si on vient perdre un peu ici ce support des 1 trillion 500, là vous voyez qu'on lui refait un bisou ici, encore un bisou ici, donc c'est vraiment un vrai support qui est bien établi. Si jamais on perd ça, et ben, potentiellement qu'on met en place cette épaule, tête-épaule ici, épaule gauche, tête, épaule droite, avec comment dire, une target de 900. Donc si on perd ici ce niveau-là et qu'on refuse de marquer ce W, hein, puisque vous comprenez qu'ici il y a une structure de W sur la market cap totale des cryptos qui est peut-être en train de se mettre en place ici, à partir du moment où on perd réellement ce support-là, cette droite verte, et ben ça veut dire division de la market cap totale quasiment par 2. Donc là, ça veut dire très grosse claque sur la totalité des cryptos, y compris les alts. Donc on a fait un petit peu, on a fait beaucoup de fonda, on a fait un petit peu de technique. À partir de là, on va aller voir le sentiment. L'order flow, donc vous savez que moi je ne fais mes analyses de marché qu'en utilisant, enfin j'utilise toujours ces 3 pans du tableau. Quelqu'un qui ne fait que de l'analyse technique ne fait que 33% du boulot. Quelqu'un qui fait que de l'order flow, bah, c'est la même chose. Et quelqu'un qui fait que du... excusez-moi, ceux qui ont vomi sur ce gauche-droite latéral de ma souris. Donc du coup, là, on a apparition un petit peu d'ordre de vente ici vers le 26. Ça, on l'avait déjà vu hier. Et assez peu d'ordres d'achat. Pour l'instant, les ordres de vente sont plutôt loin du prix et les ordres d'achat sont plutôt loin du prix aussi. Ici, vous voyez que cette personne-là est en train de lister, finalement, de redescendre petit à petit son point de vente de plus en plus bas. Donc ça, c'est quelqu'un qui souhaite sortir au 47. Ici, on avait des ordres de vente qui ont disparu, donc ça peut nous en dire un petit peu sur la psychologie du marché. Voilà, on ne sait pas trop où ça va. Période relativement incertaine, bien sûr. Les options pour ce vendredi, donc vendredi, ce sera non, ce sera pas le 1er mars, ce sera le 4 mars. 14 000 bitcoins, donc c'est relativement conséquent. Pas mal de gens qui ont essayé de se hedger ici. Hier, le max pain price était à 38 000. Il est passé à 39 000 aujourd'hui, donc on est sur des niveaux d'options qui augmentent, le max pain price qui augmente. Peut-être que d'ici vendredi, on sera plutôt autour des 40. Donc ça commence à dire que on sera plutôt dans une semaine de range. Ici, je repasse en cam puisque je vais me reloguer. Je sais pas pourquoi je me suis ça s'est délogué de. Hop, excusez-moi pour ça. Voilà. Hop, on repasse en partage ici. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé sur l'order flow? Sur l'order flow. Donc vous savez que l'order flow, qu'est-ce que c'est? Ce sont les longueurs et les shorteurs en levier. Et ici, on avait fait la dernière étude hier, je crois, donc 26. Donc on avait dû faire l'étude par là. Je décale légèrement pour bien voir ce qui s'est passé. Et bien là, on tombe ici, on tombe au 38. Nettoyage d'énormément de longueurs en levier. Vous voyez que le nombre de contrats diminue ici. Donc ça, c'est des contrats qui sont perdus. Donc tous ces gens-là, pendant ce temps-là, le marché repasse en longue ici. Donc là, on aura un niveau de longue à prendre qui sera ici. Vous voyez qu'ici, on avait augmentation du nombre de contrats plus augmentation du funding. Donc du coup, ça vient nous dire qu'il y aura ici une barre de longue à venir prendre plus tard. Donc le marché pourrait revenir rechercher les 3850. Et ensuite, très forte augmentation ici, vous voyez, du nombre de contrats. Cette augmentation se fait en short jusqu'au short jusqu'ici. Donc ici, on aurait pu mettre une barre bleue, mais qui va être effacée tout de suite puisque le prix monte. Donc je l'enlève instantanément. Celle-ci a été prise aussi. Donc du coup, une barre bleue. Donc toute cette montée-là qui s'est fait principalement sur du short a été short squeezée déjà. Et puis ici, vous voyez que le nombre de contrats augmente. Donc là, potentiellement, qu'on a énormément de longueurs qui sont rentrées à l'instant T sur toute cette hausse. Et c'est ce que le prix est en train de venir chercher là. Voilà, vous comprenez qu'ici, cette chute soudaine est un nettoyage des liquidations en levier. Donc là, on aurait pu prédire ici avec cette
forte augmentation du nombre de contrats là, ici un climax, on va dire, du funding, que tous ces contrats ont été faits, ont été créés sur du long, enfin une grande partie, et ici le prix en a nettoyé une bonne partie. Vous voyez que les contrats ici ont été liquidés et sont sortis. Là on fait un petit peu de liquidation, etc. À mon avis, un retour au 37 n'est qu'une question de temps. Tout dépendra bien entendu de comment fonctionnent les leviers à partir de là, qui ouvre des positions et dans quel sens. Donc c'est quelque chose à surveiller si jamais vous voulez comprendre où ira le prix dans 5 minutes. Hein. Je ne vous parle pas de quelque chose qui se passera après-demain. Excusez-moi pour ça, je refais donc, pour les gros leviers, là on va voir sur iBlock quels sont les gros leviers, c'est-à-dire les gens qui parient à la hausse ou à la baisse en mettant des leviers x50, etc. Qu'est-ce qui se passe au niveau des positions fraîches? Vous voyez qu'on est plutôt neutre, c'est-à-dire qu'ici, à l'instant T, pas mal de shorts qui s'ouvrent, mais aussi pas mal de longues. On a pris ici toutes ces positions-là. Je dirais qu'à l'instant T, dans les positions fraîches, on est quand même plutôt sur des shorters. Donc un petit rebond du prix jusqu'au 40 500, pourquoi pas? C'est-à-dire on termine là on termine cette partie du range et en fait on revient ici vers le haut. Donc est-ce que ici, à partir de là, hop, je me remets là ici sur le prix, tac. Est-ce qu'à partir de là, on rebondit maintenant ou alors est-ce qu'on redescend encore chercher ici vers les 37 500 et après on revient, c'est-à-dire on vous donne vraiment une amplitude totale à cet aller-retour dans le range. Ça, on peut éventuellement le voir avec les indicateurs de momentum en une heure. Hein, ici, vous comprenez que j'analyse de l'une heure, donc je regarde les indicateurs de momentum en une heure. Donc ça, on peut probablement l'enlever, ça sert à rien. L'OBV aussi, on va le virer, comme ça on a un peu plus de lisibilité. Lisibilité aujourd'hui, vous voyez que là pour l'instant, le momentum est plutôt dans les mains des acheteurs. Est-ce que, vous voyez que là, il y a un premier W qui s'est créé, là, le W a été pris ici, je vais vous le dessiner, histoire d'être bien précis, donc en termes de momentum ici, vous voyez que là, on a cassé un W, si jamais ici le prix remonte, on marquera un deuxième W, donc ça voudrait dire momentum dans les mains des acheteurs. Ici sur le RSI, pas vraiment de divergence en une heure, on en avait ici quelques-unes, là vous voyez ici toute cette divergence au-dessus du prix, où là, le prix augmente, mais le momentum baisse. Ça appelle à une latéralisation. Et c'est ce que le prix a fait, bien entendu. Et puis, sur le Cypher, je ne pense pas qu'on pourra lire grand-chose d'intéressant en une heure, mais on va quand même regarder un petit peu. Donc, moi, j'aime bien enlever le prix pour le Cypher. Hop, excuse-moi. Tac. Donc du coup, sur le Cypher, on a l'argent ici qui est rentré dans le projet, puis ressorti, puis re-rentré. Ici, on a une deuxième hausse qui a plus de momentum que la première en termes de RSI, et pareil ici en termes de MACD aussi. Ici, on avait une divergence haussière qui s'était formée sous le prix avec un point d'achat là. Donc là, vous voyez que c'était sur le plus bas, là, vous voyez ici, là, un point d'achat qui nous disait ah, vas-y, tu peux acheter mon copain, en une heure, hein, là je parle d'une heure. Donc ça serait pour des trades potentiellement de 23-24 heures. Donc là, vous seriez en train de prendre profit probablement si vous aviez acheté là pour passer un trade en day trading. Et ici, une divergence baissière ici, vous voyez, là, le prix continue d'augmenter, mais le momentum diminue. Toutes ces hausses se font avec de moins en moins de force. Donc du coup, ça, c'est un essoufflement des acheteurs qui s'est traduit ensuite par cette baisse. À l'instant T, en une heure, il n'y a pas vraiment de divergence de choses claires qui se sont posées. Vous voyez qu'ici, on a plutôt un point de vente sur MACD, mais il est sorti un petit sur Cypher, mais il est sorti un petit peu tard. Donc, difficile avec les indicateurs de donner vraiment une direction au prix. Il serait à l'instant T plutôt baissier. Et ici, sur le daily, c'est-à-dire que là, je regarde plutôt sur une tendance à long terme. On n'a pas vraiment de divergence non plus. On en avait une ici. Vous voyez qu'ici, le prix a diminué alors que le RSI augmentait. Vous voyez que ça se passe sous le prix. Donc, quand c'est sous le prix, c'est toujours une divergence qui est haussière. J'espère que je suis bien clair. Je vais bien zoomer pour vous montrer l'idée. Ici, le prix diminue entre cette barre et cette barre, là. On peut même partir de celle-là, d'accord? Et ici, le RSI est à l'augmentation. Donc ça, c'est une divergence haussière. Elle n'est pas cachée, elle est normale. Donc ça veut nous dire que le prix va augmenter. Ça a été le cas. Cette augmentation a eu lieu. Ici, un momentum qui était plutôt dans les mains des vendeurs, qui a dépassé ici, vous voyez ce niveau
Ce niveau-ci est plus bas que celui-ci. Donc, est-ce que les vendeurs sont en train de reprendre la main ici à l'instant T? Ça sera le cas si le RSI, si le MACD redescend encore plus bas que celui-là. Vous voyez qu'ici, on sera sur des M et pas sur des W. Donc, on sera sur quelque chose de baissier au niveau momentum. Donc là, c'est pareil. Le momentum, ici, nous donne plutôt à penser que le prix va latéraliser ou baisser. Et là, sur le Cypher, Market Cypher, bon, ben, on voit que ici, ce mouvement à la vente avait moins de force que celui-là. Vous voyez ici en momentum, celui-là et celui-là. Donc là, ça nous dirait plutôt qu'on est sur un essoufflement ici des vendeurs et que en daily, en tout cas pour des trades d'une semaine ou ce genre de choses, ou pour de l'investissement à un petit peu plus long terme, le prix va être amené à monter à partir de là. Donc, un petit peu mitigé sur les indicateurs, mais en tout cas, on a ici des informations quand même relativement intéressantes qui sont que si jamais ici on dépasse le zéro, on croise le zéro ici, le momentum repassera dans les mains des acheteurs. Si jamais on redépasse ici ce plus haut, on recrée encore une structure de W sur MACD. Donc ça peut être vraiment voilà, tout à fait haussier pour la suite. Donc on surveillera ça, bien entendu. Ici sur le Cypher, on voit que vous voyez ici que la sortie d'argent, la bande rouge, qu'elle est de moins en moins importante au niveau OBV, on va dire, au niveau l'argent sort de moins en moins de ce projet-là. Qu'est-ce qu'on regardera principalement cette semaine? Tout simplement, et vraiment, moi je dirais que principalement, ça va être le discours de Biden. Et ça va être qu'est-ce qu'il va se passer au niveau, excusez-moi, ça va être donc principalement qu'est-ce qui va se passer au niveau bien entendu de la reprise sur Wall Street, donc demain. Est-ce que on va continuer sur ce rebond? Est-ce que ce rebond va tenir? Ou est-ce que les tensions au niveau États-Unis et au niveau du travail de Biden et au niveau, bien entendu, de la guerre en Ukraine, est-ce que ces tensions-là vont impacter le marché à nouveau? Personnellement, je ne pense pas. Vous connaissez mon avis sur la question. En général, quand on est sur des événements macro importants, si on avait trouvé le dip, et là je vous montre une charte qui nous dit quelles étaient les dates de signal et qu'est-ce qu'il s'est passé. Donc le Black Monday en 87, le crash de 98, le 11 septembre, la crise de l'eurozone, la pandémie du Covid et ici la Russie-Ukraine et j'ajouterai la Fed. La réhausse des taux, le rate hikes. Qu'est-ce qui s'est passé une semaine après? Vous voyez qu'une semaine après, on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 sur 6 qui étaient à nouveau en profit. 2 semaines après, on avait 4 sur 6 qui étaient en profit, donc le marché a latéralisé un petit peu. Et ensuite, à partir d'un mois après, on était à nouveau sur 4 sur 6, 3 sur 5, pardon, puisque là, on n'a pas la data de maintenant. Mais après 2 mois, 3 mois, 6 mois et 1 an, on est à plus 20. Vous voyez que ici, 14% après 2 mois de ces grosses crises, ces grosses ventes. Et ici, après 3 mois, 18%. Donc, en règle générale, quand le momentum le plus important de ce type de moment est en train d'arriver, c'est en général un excellent point d'achat. Mais ce n'est pas un conseil d'investissement que je vous donne. Ce que je vous dis simplement, c'est que assez souvent, le marché a déjà pricé en fait ici toutes les mauvaises annonces qui pouvaient arriver. Quand bien même la Fed ici rehausserait les taux, elle a une réunion le 15 et 16 mars prochain. Et comme vous le savez, il y a un discours devant le Congrès de Powell mercredi et jeudi. À partir du moment où cette info sortira, le marché se libérera de cette news. Ça ne sera plus une narration. Et donc, du coup, pour moi, on sera principalement haussier là-dessus. Pas mal de volatilité pour ce dimanche, en tout cas. On voit que ici, le prix se balade pas mal entre les deux bornes du range, de 38 200 à 40 000. Pour l'instant, de tout ce qu'on peut voir, c'est que le prix va continuer un petit peu comme ça, et ce potentiellement pendant toute la semaine. C'est-à-dire qu'on devrait avoir de la volatilité, mais on ne devrait pas trop s'écarter ni des 37 ni des 42, sauf si tout d'un coup on décide d'aller prendre. Il y a un très gros short qui s'ouvre,
une très grosse position qui s'ouvre, qui se protège derrière les 42 000, qui se met dans cette poche de liquidité où beaucoup est protégé derrière les 42 000. Et on aura aussi ici beaucoup de gens à venir prendre au 46. Donc si on casse les 41, donc on sort de ce range. Si jamais on sort de ce range et qu'on y va vers le haut, hein, on peut en sortir vers le bas bien évidemment aussi. Et si jamais on sort de ce range et qu'on va chercher les 44, on ne s'arrêtera pas au 44, on ira forcément au 47. Donc là, un rebond vers les 47 est plus que possible. Pour l'instant, les indicateurs, les options, etc. ne semblent pas nous donner cette target-là directement pour cette semaine. Mais en tout cas, c'est une target à venir chercher à long terme. J'en profite pour redire que ici, cette bougie de volume est la plus grosse qu'on ait eue depuis des mois. Donc, elle est même plus grosse que celle de la défense des 33 ici. Et je pense que c'est la plus grosse bougie de volume depuis voilà, le 7 septembre. Ici, ce gros seller qu'on avait eu. Donc, je parle ici de cette chute ici avec un assez gros long squeeze à l'instant T. On était là ici tout le long en short squeeze sur tout le début de cette montée. Ce mouvement ne s'est pas fait par de l'achat au spot. Vous voyez que les volumes ne sont pas énormément hauts, mais il s'est fait pour aller prendre des liquidités des shorters qui étaient ici, qui avaient énormément shorté Bitcoin au-dessus. Et pendant l'été, Bitcoin avait été énormément shorté. Et ici, on a quand même aussi pas mal de gens qui ont shorté Bitcoin, mais c'est pas aussi impressionnant que ce qui s'est passé cet été. Si on rentre dans le détail, on voit que on a beaucoup moins de shorters ici, là, sur ce mouvement-là, que sur ce qu'on avait eu là. Donc là, le seul truc, il y aura peut-être un short squeeze au 47, mais le seul truc qui pourrait nous emmener à un nouvel ATH, c'est un retour de la demande institutionnelle, c'est-à-dire que les institutionnels, la bourse se réveille, les institutions se remettent à investir dans Bitcoin massivement. Et pour suivre ça, on suivra principalement les volumes. On pourra suivre aussi le premium de Grayscale que je vous montre souvent ici. C'est-à-dire à combien est le premium, là en ce moment, moins 25%. Donc au plus ce chiffre augmente et au plus le premium deviendra positif, au plus on pourra se dire que le retour des institutionnels est là. Et on pourra regarder aussi l'open interest sur le Chicago Mercantile Exchange, sur le CME, qui est on va dire la bourse de Chicago. Enfin, voilà. Et ici, on voit qu'il y a quand même eu un retour vendredi de 14%. Et je crois que jeudi, il était de 21%. Donc il y a un retour des institutionnels qui est petit bras pour l'instant, mais si jamais il y a un retour massif, vous en serez les premiers informés sur cette chaîne. C'est tout pour moi aujourd'hui, donc voilà, gros tour d'horizon. Encore une fois, mes opinions sur la Russie et l'Ukraine ne sont peut-être pas celles de toute la sphère, la médiasphère française. Et pour ceux que ça n'intéresse pas et pour ceux qui ne sont pas du tout, comment dire, intéressés par ce type d'informations qui sont ni pro-russes ni pro-ukrainiennes, mais qui sont tout simplement neutres, c'est-à-dire essayer d'analyser la version des deux côtés et d'avoir le juste point de vue et le juste avis. Il m'arrive parfois de parler un peu crûment, etc. Mais si jamais vous êtes gêné par ça, n'hésitez surtout pas à vous, soit à sauter les parties fonda, soit à vous désabonner de la chaîne. Hein. Si jamais vraiment vous préférez comment dire, tout ce qui se passe plutôt sur les BFM et compagnie, et que vous êtes un petit peu parce qu'il y a d'autres enjeux derrière qu'il faut bien comprendre, qui sont énergétiques, etc. Et les médias, finalement, ne sont pas bien lotis actuellement. Le journalisme est vraiment mal en point. Et donc, du coup, on n'a pas vraiment la possibilité d'avoir une information juste. En tout cas, je trouve, pour l'instant, l'information qu'on nous donne, c'est plus ou moins celle des oligarques, c'est plus ou moins celle de ceux qui veulent vendre des armes à l'OTAN, en Roumanie, en Moldavie, armer tous les pays qui sont autour, créer de la peur et créer une crise énergétique qui permettra aux plus grands de ce monde d'être encore plus grands que le jour d'avant. Je vous laisse là-dessus et je vous souhaite à tous un excellent week-end. Voilà, rien de spécial pour le moment. N'hésitez pas à partir faire une balade en forêt ou ce genre de choses, puisque le prix devrait normalement, à l'instant T, rester un petit peu dans les bornes qu'on s'est données jusque-là, sauf événement majeur, bien sûr, en termes fonda. C'est tout pour moi aujourd'hui. Aujourd'hui, si jamais en commentaire, vous avez réussi à suivre cette
vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un commentaire à la con, comme d'habitude. Et dans les commentaires à la con, aujourd'hui, on mettra, mettez en commentaire votre signe astrologique et est-ce que vous croyez ou pas dans l'astrologie? Est-ce que vous croyez dans les astres comme étant, comment dire, fondateur de notre énergie et notre manière de penser? Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée à tous et une bonne fin de week-end. À très bientôt. Salut.